avancée diplomatique, d'autant plus que le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, y est présent également et fait partie des interlocuteurs du président russe. Oui, c'est un peu l'invité surprise quand on voit les noms qui sont présents à ce sommet. Ouais. Et qui légitime la tenue de ce sommet des BRICS dans la mesure où il est l'incarnation du système international universelle. On voit aussi, à travers la diversité des membres, qui ne sont pas tous des régimes autoritaires, loin s'en faut, que ce regroupement porte autre chose qu'une union ou un club entre régimes qui seraient alliés sur un mode uniquement contestataire de l'ordre occidental. La présence depuis le début, depuis la création des BRICS, de Narendra Modi incarne aussi cette volonté de se situer à l'équilibre entre, en effet, les pays transatlantiques et d'autre part ceux du Sud ou ex-membres du bloc socialiste ou communiste. Au-delà du fond, Bruno, cette image de Vladimir Poutine, cette photo de famille avec cette vingtaine de dirigeants étrangers, c'est ça la principale information de ce sommet ou pas ? C'est la principale information pour lui, parce que évidemment, ce faisant, il se montre sur la scène internationale, il envoie le message aux Occidentaux qu'il n'est pas du tout isolé et qu'il réussit à accueillir sur son sol un sommet avec, je crois qu'il y a 36 invitations qui ont été lancées, il y a 22 chefs d'État et de gouvernement qui sont présents à Kazan en Russie. Et des très grands noms. Comment ? Des très grands noms, des très grands dirigeants. Oui, bien sûr, des très grands noms qui font partie de l'organisation. Donc pour lui, oui, clairement, c'est tout bénéfice. Alors après, la venue du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, fait quand même grincer quelques dents. Alors plutôt dans le camp occidental, parce que c'est une manière aussi, de facto, de légitimer Vladimir Poutine et de légitimer d'une certaine manière ce qu'il fait en Ukraine. Il faut rappeler que Vladimir Poutine est sous le coup d'un mandat de la Cour pénale internationale, qu'il est accusé de ne pas respecter la charte de l'ONU en ayant envahi l'Ukraine. Il y a eu des votes en ce sens à l'Assemblée générale de l'ONU, par exemple. Et là, Antonio Guterres a dû, je pense, réfléchir avant de se rendre à Kazan. Il a dû estimer que, vu le poids qu'avait acquis l'organisation, qui, rappelons-le, représente, je crois, plus de 35% des richesses mondiales, plus de 40% de la population mondiale. Bon, quand vous avez l'Inde et la Chine, cela dit, ça va vite. Et donc, il a dû dire qu'il devait faire le déplacement. Mais c'est là aussi symboliquement un déplacement qui d'une certaine manière légitime Vladimir Poutine aussi. Donc pour le président russe, oui, c'est tout bénéfice. Ce sommet, c'est peut-être aussi l'échec des Occidentaux qui voulaient isoler Vladimir Poutine ? Moi, je pense que c'est plus largement l'échec d'un certain nombre d'instruments qui ont été mobilisés depuis les années 90 sur la scène internationale pour réguler l'ordre mondial. Les sanctions en font partie, bien entendu, mais on voit que tous ces mécanismes s'effondrent, que ce soit l'organisation d'élections pour sortir de conflits, que ce soit ces missions de maintien de la paix, que ce soit le système de Bretton Woods, qui est très contesté aussi dans le cadre de cette réunion des BRICS, à travers cette création de la nouvelle banque de développement qui veut proposer une alternative à celle incarnée par le FMI et la Banque mondiale. Donc c'est tout un système de régulation en réalité qui est remis en question au-delà des seules sanctions, à mon avis, qui en effet se révèle inefficace dans la mesure où il y a des alliances alternatives à celles incarnées par les acteurs occidentaux. On parle souvent du monde occidental qui se délite. Les BRICS, ce monde anti-occidental, lui, il se renforce. Le monde occidental, je ne sais pas s'il se délite parce que... En tout cas, il perd en influence. Voilà, il perd en influence et ce sommet des BRICS en est une manifestation éclatante. C'est-à-dire que maintenant le gâteau, il est partagé par beaucoup plus de monde qu'auparavant. Je crois que les BRICS, c'est à la fois une organisation, il faut se rappeler qu'à l'origine, ça a été créé en 2009, c'était une organisation de ce qu'on appelait à l'époque les grands pays émergents. Donc c'était avant tout une organisation économique. Mais comme souvent, ça a été le cas pour le G7, pour le G20 aussi, on part d'une organisation
organisation économique, et les problèmes économiques restent importants. Hein. On en parlera peut-être, mais un des sujets importants de ce sommet, Vladimir Poutine en a parlé, c'est la dédollarisation du système, trouver d'autres moyens de financement. Mais ce sont des organisations qui deviennent très vite politiques et diplomatiques. Alors, est-ce que les BRICS sont uniquement un club anti-occidental? Je suis d'accord avec Niagalé, moi je le pense pas. Il y a une partie, c'est le cas. Il y a notamment la Russie et la Chine qui veulent en faire une sorte d'agenda idéologique pour incarner une alternative idéologique à l'Occident. Mais il y a aussi des pays qui vont soit par intérêt économique, soit par opportunisme, qui veulent affirmer leur souveraineté et qui veulent un peu jouer sur les deux tableaux. On a cité l'Inde, il y a le Brésil. Parmi les pays candidats, on peut parler aussi d'un pays comme la Turquie, qui veut à la fois manifester son indépendance vis-à-vis des pays occidentaux tout en étant membre de l'OTAN, mais qui veut en fait augmenter sa propre souveraineté et capacité d'influence en disant je fais ce que je veux, je peux faire partie de l'OTAN et il n'y est pas encore, mais peut-être un jour, je ferai partie des BRICS. C'est un pays particulier, c'est un pays à la croisée des deux mondes. Voilà, c'est un pays à la croisée des deux mondes. Bon, sa candidature n'a pas encore été acceptée.